Bien, bienvenue en classe sur l'ERTM. Alors, je me présente, M. Berthet, professeur de comptabilité, Académie Rive Gauche, CFP-SK. Dans la leçon que nous allons voir aujourd'hui, la leçon du jour va porter sur les règlements des opérations commerciales. Et cette leçon s'adresse, n'est-ce pas, au CAP, à ceux qui font le cycle CAP. Bien, donc, le plan du cours, c'est ceci. Grand 1, les règlements en espèces. Grand 2, les règlements par la banque. Et grand 3, les règlements par les chèques postaux. Grand 4, les instruments de monnaie électronique. Et enfin, grand 5, les règlements par effet de commerce. Alors, les objectifs visés ici, c'est quoi? C'est que, au sortir de ce cours, que l'apprenant soit en mesure, n'est-ce pas, d'expliquer avec précision les modes de règlement étudiés, établir les documents relatifs aux modes de règlement, tenir une comptabilité précise de tous les modes de règlement et de toutes les difficultés qui en sont liées. Alors, donc nous allons prendre le grand 1, qui est le règlement en espèces. Le règlement en espèces, c'est le règlement en argent liquide. Et le document qui est lié, n'est-ce pas, c'est le reçu. Le reçu, il est établi par qui? Par le fournisseur qui reçoit l'argent. Et il est remis à qui? Au client. Donc, on a dit que le reçu, c'est quoi? C'est une preuve de paiement, n'est-ce pas, en argent liquide. Alors, donc, ici, nous allons présenter le reçu. Vous voyez que le reçu, il est composé de deux parties. Il est composé de deux parties, une partie gauche et une partie droite. Dans la partie gauche, c'est la souche. La partie droite, c'est la partie qui est détachable et qui est remise au client. Alors, donc vous avez constaté que ces deux parties ont les mêmes informations. Alors, donc, dans la partie gauche, vous avez la souche qui est composée de la date et le lieu d'établissement du reçu. Et le reçu, pour qui le reçu est établi, c'est-à-dire le client, la valeur du reçu et le numéro du reçu. Alors, la deuxième partie qui est détachable, à la partie droite, vous voyez, il y a un angle qui est un rectangle qui est à la partie droite. Là, on a écrit fournisseur. Donc, c'est le nom du fournisseur qu'on met là-bas. Bon, pour francs CFA, on met la valeur du reçu. Le reçu on met le nom du client et son adresse. Et la somme, on met la valeur et en lettres. Ensuite, on met le numéro du reçu. Et en bas, c'est celui qui reçoit l'argent qui signe le reçu. Alors, nous allons voir la comptabilisation du reçu. Alors, donc, nous avons deux comptabilités, celle du fournisseur et celle du client. Dans la comptabilité du fournisseur, le 571, c'est-à-dire le compte caisse est débité et le 411 est crédité. Dans la comptabilité du client, le 401 est débité et le 571 est crédité. Voilà, donc, vous avez là ici l'enregistrement de ce document qui est le reçu dans la comptabilité du fournisseur et dans la comptabilité du client. Alors, nous allons prendre un exemple. Alors, on dit le 13 avril 2020, la société Berthet et Frères remet le reçu numéro 27 d'une valeur de 85 000 aux établissements Koulibaly Trading en contrepartie du règlement de la facture V001. Donc, ces éléments, on va les mettre dans notre reçu. Vous voyez ici, dans la souche, vous voyez, on a mis reçu de Koulibaly, c'est lui qui paye. La valeur, c'est 85 000. Dans la partie détachable, vous voyez dans le petit rectangle, Berthet, société Berthet qui reçoit l'argent. Donc, son nom, il est là-bas. Et le reçu, c'est toujours reçu de Koulibaly Trading. La somme, on la met en lettres. De l'autre côté, vous avez la valeur et la signature du reçu par la société Berthet. Alors, comment est-ce qu'on va enregistrer? Donc, vous voyez ici, dans la comptabilité du fournisseur, le 571 est débité de 85 000 et le 411 est crédité de la même valeur. Alors, dans la comptabilité du client, n'est-ce pas, celui qui paye l'argent, le 401, il est débité de 85 000 et le 571 est crédité de la même valeur. Voilà, donc, vous avez là ici l'enregistrement du reçu dans la comptabilité du client et du fournisseur. Alors, dans grand 2, nous allons voir les règlements par la banque. Les règlements par la banque,
Alors, donc, ici, il y a deux modes de règlement par la banque. Il y a le chèque bancaire que nous allons étudier d'abord. Ensuite, nous allons voir le virement bancaire. Le chèque bancaire, on a dit que c'est un écrit par lequel le titulaire donne l'ordre à sa banque de payer à un de ses créanciers. Donc, celui qui donne l'ordre, lui, on l'appelle le tireur. Celui à qui l'ordre est donné, lui, c'est qui? C'est la banque. C'est à la banque qu'on donne l'ordre. Donc, lui, on l'appelle le tiré. Et celui à qui ça doit être payé, c'est le fournisseur. Lui, on l'appelle le bénéficiaire. Voilà, donc ça, c'est par rapport à la définition du chèque. Comment le chèque se présente, vous voyez ici. Donc, vous allez voir la partie supérieure où on met la banque du tireur. Ensuite, à la partie extrême gauche, la partie ici extrême droite, pardon, nous avons ici la valeur du chèque. Ensuite, vous avez ici les autres valeurs. On dit payer contre ce chèque, n'est-ce pas? 85 000 francs. 75 000 francs, pardon. Alors, donc, ici, ce chèque, cette valeur-là est prise en lettres. Vous avez en haut, bon pour franc CFA. Donc, ça, c'est écrit en chiffres. Et pour sécuriser le chèque, on reprend le même montant en lettres. Et au finish, qui signe, c'est celui qui émet le chèque, c'est Coulibaly Trading, qui va signer le chèque. Alors, donc, on va prendre la comptabilisation du chèque. Donc, pour la comptabilisation, on va dans la comptabilité du fournisseur. Donc, pour le fournisseur, à qui le chèque est remis? Puisqu'on a dit que ce chèque qui est remis, ce n'est pas tout de suite de l'argent, mais il faut l'enregistrer. On va l'enregistrer dans quel compte? On va prendre le 513 et le 513 débité contre le 411 crédité. Alors, lorsque le chèque il est remis à l'encaissement, alors nous allons débiter le 514 et on va créditer le 513. Lorsqu'on reçoit l'avis de crédit montrant que le chèque est effectivement encaissé, nous allons débiter le 521 contre le 514. Alors, donc ça, c'est l'enregistrement du chèque chez le fournisseur. Maintenant, dans la comptabilité du client, nous allons tout simplement débiter le 401 et contre le crédit du 521. Voilà, donc, vous avez là ici l'enregistrement du chèque chez le fournisseur et chez le client. Donc, vous avez le cas pratique, vous avez les informations par rapport à un chèque, n'est-ce pas, émis, n'est-ce pas, émis par un client, n'est-ce pas, à l'ordre de son fournisseur. Donc, vous avez les informations que nous allons mettre dans le chèque. Ce n'est pas la peine de les lire, vous les voyez. Alors, nous allons passer à l'établissement du chèque. Voilà. Vous voyez ici, alors, ici, comment est-ce qu'on va enregistrer, disons, comment est-ce qu'on va remplir le chèque, partant des données, n'est-ce pas, de l'exercice, du cas d'application. Alors, donc, vous voyez ici, série B, on va prendre ici la BDM. La BDM est ça qui est la banque du client. Ensuite, vous avez ici la valeur du chèque. Et cette valeur-là est reprise en lettres. Vous voyez ici, à l'ordre de qui? C'est Société Berthet et Frères qui est le bénéficiaire. Ensuite, on dit que c'est payable où? On va dire que c'est à la banque, à l'agence principale. Et ici, on met le nom du tireur et son numéro de compte. Vous avez là ici le numéro du chèque. Et ici, en bas, on met le lieu et la date d'établissement du chèque. Et vous avez la signature, n'est-ce pas, de celui qui a émis le chèque, c'est-à-dire du tireur, qui est Coulibaly Trading. Voilà, donc vous avez là ici la présentation du chèque, l'introduction des informations de l'exercice dans le chèque. Maintenant, comment est-ce qu'on va enregistrer? On sait que la valeur du chèque, c'est 75 000 francs. Donc, si on va dans la comptabilité du fournisseur, donc on a dit que nous allons débiter le 513 de 75 000 et le 411 de 75 000. Voilà, ça c'est la comptabilité du fournisseur. Maintenant, si on passe dans la comptabilité du client, alors lui, le 401 sera débité de la même valeur, c'est-à-dire le 75 000, et le 521 crédité la même valeur. Donc vous avez là ici la comptabilisation du chèque chez le client et chez le fournisseur. Voilà. Maintenant, nous allons voir le deuxième mode de règlement par la banque, c'est le virement bancaire.
On a dit tout simplement que le virement bancaire, c'est quoi? C'est le transfert d'une somme d'un compte à un autre. Donc, ça veut dire qu'on peut tout simplement payer un fournisseur par virement bancaire en donnant l'ordre à notre banque de virer la somme de notre compte à celui de notre fournisseur. Donc, c'est en cela que consiste le virement bancaire. Alors, le cas pratique, c'est là. On dit le 13 avril 2020, les établissements Koulibaly Trading donnent l'ordre à sa banque, n'est-ce pas, de virer la somme de 215 000 francs en faveur de son fournisseur Tangara, en règlement de sa facture V10. Voilà, donc vous voyez ici, il y a deux entreprises. Il y a Tangara et il y a Koulibaly Trading. Dans la comptabilité de Tangara, qui est le bénéficiaire du virement, donc nous allons prendre le 521 directement débité, puisque la valeur va directement dans son compte, la banque est débitée, et nous allons créditer le 411 de 215 000. Dans la comptabilité maintenant du client, c'est une sortie de compte. Donc le 401 sera débité contre le 521 crédité. Voilà, donc vous avez là ici l'enregistrement de l'ordre de virement. Voilà. Donc, nous allons passer à l'étape suivante, qui est le règlement par les chèques postaux. Pourquoi? On n'a pas détaillé ici, parce que tout simplement, les chèques postaux fonctionnent exactement de la même manière que la banque. Donc, il y a le virement, il y a le chèque bancaire, il y a le chèque postal, il y a le virement bancaire, il y a le virement postal. Donc, c'est exactement les mêmes éléments. Donc, c'est pourquoi on ne s'est pas donné la peine de détailler. Maintenant, on va tout simplement donner le fonctionnement du compte chèques postaux. Donc, au débit du compte chèques postaux, nous allons porter l'augmentation de ça, de l'avoir en CZP sera enregistré où? Au débit du 531. Et la diminution de ça enregistrée au crédit de ça, du 531, c'est-à-dire du même compte. Donc, vous avez là ces seuls éléments que nous allons donner par rapport au CCP. Bien, donc, en grand 4, nous allons étudier les instruments de monnaie électronique. Alors, donc, la monnaie électronique, comme son nom l'indique, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté qui n'est pas très développée dans nos pays, mais qui est quand même utilisée. Donc, il est bon de le signaler. Il est bon de le signaler. Et vous avez quelques exemples de monnaie électronique, telles que les cartes carburant, par exemple. Les cartes carburant, les cartes péage, Orange Money, MobiCash, pour les porte-monnaies électroniques, tout ça, c'est des cas de monnaie, des instruments de monnaie électronique. Donc, tous ces éléments-là permettent de faire des règlements. OK? Bien, donc, nous allons voir le cas de la monnaie. Comment est-ce que nous allons comptabiliser ceci? Vous voyez devant vous la comptabilisation. Première étape, le chargement, c'est-à-dire la sortie de fonds. Donc pour cela, nous allons débiter le 55, le 631 et nous allons créditer le 52 ou le 53 ou le 57. Ça dépend du compte, de l'élément que nous allons utiliser. Voilà. Donc, la deuxième étape, c'est le règlement ou le transfert de fonds. Donc, pour le transfert de fonds, alors nous allons débiter le compte de tiers. Nous allons débiter le compte de tiers, n'est-ce pas, pour le crédit du 55. Donc, vous avez là ici les étapes, n'est-ce pas, de la comptabilisation de la monnaie électronique. Alors, ensuite, on va prendre un élément qui est la carte bancaire. La carte bancaire que les banques nous donnent. Par exemple, lorsque on ouvre le compte à la banque nous donne ces cartes-là. Donc, ces cartes aussi peuvent être assimilées à des instruments, n'est-ce pas, de règlements électroniques. Parce qu'à travers ces cartes-là, on fait aussi des règlements. OK? Voilà. Donc, la comptabilisation de cette carte, ça passe aussi par deux étapes. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est le passage en machine de la carte. Lors du passage de la machine, n'est-ce pas, de la carte en machine, nous allons débiter le 515 contre le compte de tiers ou le 701. Et deuxième étape, réception de l'avis de crédit. Dans ce cas, nous allons débiter, n'est-ce pas, le 52, le 52, le 53, le 631. Et au crédit, nous allons solder le compte 515 en le
en le créditant. Voilà, donc vous avez là ici, alors les cas des instruments de la monnaie électronique. Alors maintenant, nous allons passer au grand 5. Le grand 5, c'est les règlements par effet de commerce. On a dit que les effets de commerce, c'est quoi? C'est les instruments de mobilisation des créances commerciales. Ça veut dire tout simplement, c'est des moyens qui sont créés à partir de la créance. C'est-à-dire, vous avez vendu, n'est-ce pas, à un client, n'est-ce pas, qui vous donne de l'argent. Donc, vous pouvez faire un effet par rapport à cette créance-là. Alors, donc, l'initiative de création, n'est-ce pas, des effets peut différer selon le cas. On va prendre d'abord la lettre de change. L'initiative de création de la lettre de change, ça vient de qui? Du fournisseur. Celui qui prend l'initiative de créer, n'est-ce pas, la lettre de change. Donc, à travers, n'est-ce pas, cet écrit, il va donner l'ordre, n'est-ce pas? Il va donner l'ordre n'est-ce pas, à son client de payer soit à lui-même ou bien à un de ses créanciers, n'est-ce pas, le montant, n'est-ce pas, indiqué, n'est-ce pas, à une date donnée. Alors, celui qui donne l'ordre, n'est-ce pas, c'est-à-dire le fournisseur qui donne l'ordre à son client, lui, on l'appelle le tireur. Maintenant, celui à qui l'ordre est donné, lui, on l'appelle le tiré. Alors, celui qui va bénéficier de l'ordre, lui, on l'appelle le bénéficiaire. Donc, vous avez là ces trois personnes. Alors, donc, ça, c'est la définition de la lettre de change. On a pris un exemple. Vous avez le 1er mars 2020, la société Berthet et Frères tire la traite, numéro T30, d'une valeur de 250 000 au 30 avril 2020, accepté le même jour par les établissements Koulibaly Trading domiciliés à la BDM-SA. Donc ici, alors, et le tireur, ici c'est qui? C'est Société Berthet et Frères. Maintenant, la valeur nominale c'est quoi? C'est 250 000. La date de création c'est laquelle? C'est le 1er mars 2020 et l'échéance c'est le 30 avril 2020. Voilà, donc, vous avez là ici ces informations que nous allons mettre dans notre effet. Voilà, vous voyez ici la traite. Donc, vous voyez ici, à l'extrême gauche, vous avez là ici, on met le nom du tireur. Et ici, vous avez ici la valeur nominale de l'effet. Ici, vous avez la date de création. Ici, vous avez l'échéance. Et là, vous avez la valeur de l'effet. OK? Bien, donc ici, ensuite, on dit à l'ordre de qui? Contre cette lettre d'échange, veuillez payer à l'ordre de qui? On va mettre le nom du bénéficiaire. Puisque Berthet n'a pas désigné quelqu'un d'autre comme bénéficiaire, donc c'est lui-même qui est le bénéficiaire. Dans ce cas, on va mettre à l'ordre de nous-mêmes. Alors, donc, on a la somme indiquée, ainsi de suite. Vous avez ici le tiré qui est là, pardon. Le tiré, c'est établissement Koulibaly, n'est-ce pas? Et domiciliation, c'est la BDM-SA, c'est-à-dire la banque du tiré. Ici, celui qui a créé l'effet, c'est le tireur, Société Berthet, et ici, il va mettre son cachet, et vous avez de l'autre côté le numéro de la traite. Bien, donc vous avez là ici la lettre de change. On a dit, le deuxième type d'effet, c'est le biais à ordre. On dit le biais à ordre, cette fois-ci, l'initiative vient du client. Donc, le client va faire un écrit en s'engageant à payer, n'est-ce pas, à son fournisseur la valeur. Donc, on dira que le client a souscrit le biais à ordre. Par exemple, vous avez ici le 1er avril, je m'excuse, dans le 1er avril, en règlement de la facture numéro V001, les établissements Koulibaly Trading domiciliés à la BDM-SA souscrit le biais à ordre d'une valeur de 200 000, n'est-ce pas, au 30 avril 2020 à l'ordre de son fournisseur. Voilà. Donc ici, notre date de création, c'est le 1er avril, l'échéance, c'est le 30 avril. Alors ici, le bénéficiaire, c'est qui? C'est établissement, c'est la société Berthet et Frères, et le souscripteur, c'est établissement Trading. Bien, donc nous allons introduire ces informations dans notre effet. Donc vous voyez ici, alors celui qui a établi l'effet, vous voyez son nom à l'extrême ici, c'est établissement Koulibaly. Vous avez la valeur nominale, la date de création, l'échéance et le montant. Et ensuite, vous voyez ici, contre le présent biais à ordre, nous paierons. Nous paierons, ça veut dire que nous nous engageons à payer à l'ordre de qui? À l'ordre de notre fournisseur qui est Société Berthet. Voilà la somme indiquée ci-dessus. Ensuite, vous voyez souscripteur, c'est établissement Koulibaly. Et vous avez ici la BDM. Signature, c'est Koulibaly qui signe, c'est lui qui a fait le billet. Et vous avez ici son cachet ici. Voilà, donc vous avez ici la présentation des effets. Voilà, donc ça c'est
par rapport au premier élément, par rapport aux effets. Le deuxième élément, c'est la comptabilisation des effets. Donc là aussi, on a fait ceci en 2 étapes. La création, comment est-ce qu'on enregistre la création, et deuxième étape, la circulation des effets. Comment est-ce que ceci est enregistré? Nous allons prendre d'abord la création des effets. Alors, on prend d'abord la lettre d'échange. Alors, pour la lettre d'échange, il y a 2 cas de figure. Le tireur peut se désigner lui-même bénéficiaire. Dans ce cas, vous voyez ici, on dit tireur égale à bénéficiaire. Alors, si le tireur est bénéficiaire, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va passer? Il y a 2 comptabilités. La comptabilité du tireur ou du bénéficiaire, dans laquelle on débite le 412 et on crédite le 411. La comptabilité du tiré, c'est un effet, lui, il va payer l'effet à l'échéance. Donc, le 401 sera débité, le 402 sera crédité. Alors, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, le tireur, il désigne une autre personne comme bénéficiaire. Dans ce cas, il y aura 3 comptabilités. La comptabilité du tireur, la comptabilité du bénéficiaire et la comptabilité du tiré. Dans la comptabilité du tireur, alors c'est comme si le tireur, il a demandé à son client de payer à un de ses fournisseurs. Dans ce cas, il va solder le compte fournisseur, en quoi faisant en le débitant. Mais au finish, le client aussi ne lui doit plus rien, puisqu'il a donné l'ordre au client de payer à quelqu'un d'autre. Dans ce cas, il va aussi solder le compte client. Donc vous constatez que dans la comptabilité du tireur, l'effet n'apparaît pas. Donc maintenant, dans la comptabilité du bénéficiaire, c'est une entrée d'effet dans son portefeuille où on va constater le débit du 412 contre le crédit du 411. Alors, dans la comptabilité du tiré, nous allons débiter le 401 contre le 402. Voilà, donc ça c'est la lettre d'échange. Maintenant, le bien à autre. Là, les choses sont beaucoup plus simples, puisque ici, il y a 2 comptabilités, celle du bénéficiaire et celle du souscripteur. Dans la comptabilité du souscripteur, qu'est-ce qu'on a dit? Du bénéficiaire d'abord. Du bénéficiaire, le 412, il est débité et le 411 est crédité. Dans celle du souscripteur, le 401 est débité et le 402 est crédité. Donc vous avez là ici la création, la première étape des effets, qui est la création des effets de commerce. Maintenant, deuxième étape, par rapport à la comptabilisation, c'est la circulation des effets de commerce. Alors donc, le premier élément de la circulation, c'est l'endossement. Donc l'endossement, tout simplement, consiste à inscrire une mention au verso de l'effet. Tout simplement. Donc celui qui inscrit la mention au verso, lui, on l'appelle l'endosseur. Dès qu'il passe la mention, il perd la propriété de l'effet. Et celui au profit de qui c'est endossé, lui, on l'appelle l'endossataire. Lui, il devient le nouveau propriétaire. OK? Donc, vous avez là ici le principe de l'endossement. Dans ce cas, nous allons comptabiliser l'endossement. Comment ça va se passer? Nous allons prendre d'abord la comptabilité de celui qui passe le crédit qu'on appelle l'endosseur. Alors, l'endosseur, chez lui, nous allons débiter le 401 et nous allons créditer le 412, puisque ici, on va assister à une sortie d'effet de portefeuille. Bien, donc ici, dans la comptabilité de l'endossataire, qui est le nouveau bénéficiaire, c'est tout simplement une entrée d'effet dans son portefeuille. Dans ce cas, le 412 sera débité contre le 411. Voilà. Donc, vous avez là ici cette première étape, l'endossement. Deuxième étape de la circulation, c'est l'escompte des effets de commerce. Donc, l'escompte des effets de commerce, n'est-ce pas, va consister à négocier un effet avant son échéance. Ça arrive au cas où les entreprises, les entités ont des problèmes. C'est un problème de liquidité. Donc on peut prendre un effet, on n'a pas d'argent, mais on peut prendre l'effet pour aller négocier sa valeur à la banque avant l'échéance. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. Donc ceci va se faire en 3 étapes, en 3 phases. Donc le premier niveau, c'est quoi? C'est le jour où vous remettez l'effet à la banque pour escompte. Donc vous allez enregistrer le bordereau de remise. Donc il va consister à débiter le 415, n'est-ce pas, contre le 412. Alors, deuxième étape, on attend la réaction de la banque. Si la banque vous envoie l'avis de crédit pour dire que votre effet a été effectivement escompté, donc l'écriture que vous passez, c'est celle-là. Nous allons débiter le 521, n'est-ce pas, du montant net. C'est-à-dire la banque ne va pas vous verser tout le montant dans votre compte, la banque va retenir l'intérêt, les commissions et la TAF.
Donc, la banque va retirer ça et elle va verser le reste dans votre compte. Alors, le 675, ça serait débité des agios, c'est-à-dire des éléments que j'ai cités, que la banque retient, c'est-à-dire l'intérêt, les commissions et la TAF. Maintenant, le compte crédité, ça serait le 565, compte de crédit ordinaire. Donc, ce compte sera crédit, ça serait crédité. Ça, c'est à la réception de l'avis de crédit. Maintenant, à l'échéance, nous allons annuler les comptes 565 et le 415. Le 565 débité, le 415 crédité. Bien, donc, alors, troisième niveau, c'est l'encaissement des effets de commerce. Alors, l'encaissement des effets de commerce, c'est très simple. On remet l'effet, n'est-ce pas, à la banque, n'est-ce pas, et on lui dit d'encaisser la valeur à l'échéance. Dans ce cas, dès que vous remettez l'effet à la banque, vous allez passer une écriture. Dans l'écriture qu'on va en passer, ça serait le 512 contre le 412. Alors maintenant, à l'échéance, la banque encaisse votre effet et vous envoie l'avis de crédit. Dans ce cas, vous aurez ici le 521 débité, le 631, frais bancaires, c'est-à-dire les commissions, ce compte-là sera débité et au crédit, vous aurez le 512 qu'on va solder. Voilà, ça c'est l'encaissement des effets de commerce, les deux comptabilités, n'est-ce pas? Voilà, les deux phases. Voilà. Donc nous allons prendre ici en 4, les difficultés de paiement liées aux effets de commerce. Donc ça aussi c'est très important parce qu'on a dit que l'effet est créé à partir de la créance. Donc on va donner l'ordre à notre client de payer à l'échéance. N'est-ce pas? On donne l'ordre au client de payer à l'échéance, ou bien le client s'engage à payer à l'échéance. Mais d'ici là, il peut avoir des problèmes. S'il a des problèmes, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc c'est ce que nous allons étudier ici. Bien, donc, alors nous allons prendre ici deux cas. Alors donc nous allons prendre ici la prorogation d'échéance, n'est-ce pas? Et la demande d'avance de fonds faite par le tiré. Alors donc, nous allons étudier ces deux cas d'abord. Ensuite, nous allons progresser. Voilà, donc on va prendre le renouvellement. Alors, le renouvellement, alors ça veut dire que ici, vous constatez que l'effet se trouve, n'est-ce pas, chez le tireur. L'effet se trouve chez le tireur. Donc, mais à l'échéance, il a demandé de faire une prorogation d'échéance. Dans ce cas, il y a 3 étapes. Il y a l'annulation de l'ancien effet qui consiste à débiter le 411, c'est-à-dire à reconstituer la créance et à annuler le 412. Maintenant, deuxième étape, on enregistre les frais tous les frais liés à cette situation de renouvellement. En faisant quoi? En débitant le 411, en créditant le 771 des intérêts de retard et le 707 des frais. Voilà, donc ça c'est l'invitation des frais de prorogation. Maintenant, la dernière étape, c'est la création du nouvel effet. Le nouvel effet, la valeur du nouvel effet, ça va être égal à la valeur de l'ancien effet plus les frais de prorogation. Donc vous voyez ici que la valeur, c'est égal à la valeur nominale plus l'intérêt plus les frais. Donc ça, c'est ce compte, le 412 est débité de cette valeur et le 411 est crédité de cette valeur. Alors maintenant, on passe dans la comptabilité du tiré. Alors, si le tiré, qu'est-ce que lui, il va faire? Donc, lui aussi, il va procéder à l'annulation. Donc, s'il procède à l'annulation, nous allons débiter le 402 contre le 401. Donc, le 401 sera, la dette sera renouvelée. Alors, ensuite, nous allons enregistrer les frais de prorogation en débitant le 67 contre le 646. Et au débit, et au crédit, nous allons créditer le compte fournisseur. Maintenant, après avoir annulé l'ancien effet, n'est-ce pas, imputé les frais de prorogation, nous allons procéder à la création du nouvel effet. Donc, il va consister à faire quoi? À débiter le 401 de la valeur de l'ancien effet plus les frais de prorogation et à créditer le 402, n'est-ce pas, de la valeur de l'ancien effet plus les mêmes frais, c'est-à-dire l'intérêt de retard plus les frais. Donc vous avez là ici le renouvellement de l'effet. Maintenant, deuxième cas, l'avance de fonds au tiré. L'avance de fonds au tiré, le tiré peut vous demander de lui avancer les fonds pour qu'il puisse honorer son engagement.
Donc, ça, ce n'est pas gratuit. Donc, ça, c'est une sorte de... lorsque, par exemple, votre effet est dans une certaine position. Par exemple, je prends le cas de l'effet avait été escompté. Alors, donc, il est souhaitable que vous avancez les fonds pour que votre tiré puisse, n'est-ce pas, honorer son engagement. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le fournisseur, il va avancer les fonds. Pour l'avance de fonds, dans la comptabilité du fournisseur, l'avance de fonds va consister à faire quoi? À débiter le 411 et à créditer le 521. Donc, cela veut dire que les fonds avancés, ce n'est pas gratuit. C'est une sorte de dette. C'est-à-dire c'est une sorte de crédit qu'on accorde au client pour qu'il puisse payer. Donc, on va reconstituer la créance du client. Ensuite, on va imputer les frais de prorogation comme on l'a fait avant. Ensuite, on va créer le nouvel effet dont la valeur va être égale à la valeur de l'ancien effet plus les frais de prorogation. Ça, c'est par rapport à l'avance de fonds. Bien. Donc, ça, c'est le cas du renouvellement. C'est pour ce cas, alors, le tiré, il a la volonté de payer. Donc, on a fait ce cas. Cette fois-ci, le tiré, il est incapable de payer. Il n'est pas en mesure de payer. Ou il refuse de payer. Maintenant, si c'est ce cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Donc, alors, on dit, chez le bénéficiaire, si l'effet était présenté au paiement par le bénéficiaire, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement enregistrer, n'est-ce pas, la valeur de l'effet impayé plus les frais d'impayé dans le compte 413, en quoi faisant? En le débitant. Ensuite, il va annuler le 412 en le créditant la valeur nominale et le 707, n'est-ce pas, il va créditer des frais d'impayé. Voilà. Si l'effet était remis à l'encaissement, le même 413 va être débité, n'est-ce pas, de la valeur nominale plus les frais d'impayé, et le 512 crédité, n'est-ce pas, de la valeur nominale et le 707 des frais accessoires. Alors. Bien. Donc, alors cette fois-ci, ça c'est le cas où l'effet a été négocié à la banque. Si l'effet a été négocié à la banque, n'est-ce pas, alors il y a lieu de passer deux écritures. Voilà, il y a lieu de passer deux écritures. Dans la première écriture, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons débiter les 565, n'est-ce pas, de la valeur nominale, et nous allons créditer les 631 des frais d'impayé. Et nous allons créditer le 521. Le 521 qui va être égal à quoi? Ces deux valeurs vont sortir de la banque. Donc la valeur, n'est-ce pas, qui va être imputée dans le 621, pardon, ça serait la valeur nominale plus les frais. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, nous allons constater cette situation d'impayé en passant la dernière écriture, n'est-ce pas, au 413. Ça, c'est client effet impayé, n'est-ce pas, qui va être débité, n'est-ce pas, de la valeur nominale et des frais d'impayé. Et au crédit, nous allons créditer le 415, n'est-ce pas, de la valeur nominale et le 707 des frais d'impayé. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine.